Dans la paisible ville côtière de Sainte-Augustine, en Floride, le 8 juillet 2010 a marqué un jour qui entra à jamais l'esprit de ceux qui l'ont connu. Une maison isolée sur la plage sert de toile de fond à une énigme qui laisse perplexe, alors que les amis et la famille sont confrontés à la disparition inexplicable d'une femme âgée de 45 ans qui faisait partie intégrante de leur vie. Sa présence, remarquée pour la dernière fois lors d'une réunion de quartier le 6 juillet, semble s'être fondue dans l'ombre, laissant derrière elle une traînée de questions troublantes. Brittany Tavar, 45 ans, habitante de Sainte-Augustine, en Floride, avait un cœur aussi vaste que l'océan et un sourire qui pouvait illuminer les jours les plus sombres. Brittany avait une famille, une grande famille, avec de nombreux frères et sœurs, mais il y avait un hic. Ils habitaient tous très loin, à l'autre bout du pays. Malgré la distance, ils l'aimaient tendrement, mais les péripéties de la vie les avaient séparés. Les personnes qui ont connu Brittany parlent d'elle avec tendresse. Elle était connue pour sa gentillesse, son esprit généreux et son respect inébranlable pour chaque personne qu'elle rencontrait. Brittany avait le don d'aider les autres, un trait qui la définissait. Par un intéressant retournement de situation, Brittany avait un jour jeté son dévolu sur Hollywood, espérant trouver ses rêves dans le faste et le glamour de la ville. Après l'échec de son aventure hollywoodienne, Brittany est revenue à Sainte-Augustine, l'endroit qu'elle a toujours appelé sa maison. C'est là qu'elle s'est frayé un nouveau chemin qui l'a conduite à devenir photographe et agent immobilier. L'objectif de son appareil photo capture la beauté de la ville et sa personnalité chaleureuse ouvre des portes aux autres. Ce qui rendait Brittany vraiment spéciale, c'était son amour pour les amis. Elle avait le don de transformer les inconnus en compagnons et bientôt, son réseau à Sainte-Augustine. Des personnes de tous horizons étaient attirées par son charme contagieux. Cependant, la vie est imprévisible, et Brittany ne savait pas ce qui lui arriverait ensuite. La dernière fois que la présence de Brittany a été remarquée dans la communauté, c'était le soir du 6 juillet, 2 jours seulement avant sa disparition inexpliquée. Elle était de bonne humeur et discutait avec ses voisins et ses amis lors d'une fête animée. Plus tard dans la soirée, vers 9 h, elle s'est arrêtée à une station-service voisine pour faire le plein de sa voiture, une Toyota RAV4. Cependant, après cet arrêt apparemment routinier, Brittany est devenue un mystère insaisissable. Lorsque des amis, inquiets de sa disparition, ont vérifié sa maison, celle-ci semblait normale de l'extérieur. Il ne semblait y avoir aucune activité à l'intérieur de la maison. Sa voiture était notablement absente, ce qui a d'abord conduit certains d'entre eux à supposer qu'elle avait peut-être temporairement quitté son domicile pour quelques jours. Cependant, sa famille était très inquiète car elle était consciente qu'il n'était pas dans ses habitudes de partir sans prévenir qui que ce soit. La police n'a pas ouvert d'enquête immédiatement car rien ne semblait anormal et il n'y avait aucune preuve d'un acte criminel ou d'un quelconque danger pour Brittany. Des amis et son partenaire Tim Martin ont eu accès à sa maison par l'intermédiaire d'un serrurier et, après une inspection plus approfondie, une scène étrange s'est déroulée sous leurs yeux. La maison était d'une propreté presque artificielle, comme si elle avait été nettoyée à fond, laissant derrière elle une odeur distincte de produits de nettoyage, en particulier d'eau de javel. Les 2 petits chiens de Brittany, des bichons blancs nommés Coubert et Way, ont également disparu. Mais ces chats étaient toujours dans la maison. Pour ajouter au mystère, on entendait en arrière-plan le ronronnement du système d'air conditionné, ce qui était inhabituel pour Brittany, qui s'opposait habituellement à la consommation d'énergie et ne le laissait pas fonctionner si elle s'absentait quelques jours. Les amis de Brittany ont informé la police que Brittany leur avait fait part de ses inquiétudes et de ses craintes. Elle avait confié ses appréhensions à certains d'entre eux. Ce malaise provenait d'une dispute qu'elle avait eue avec sa voisine, Anne. Ce qui était auparavant une relation cordiale s'est transformé en un chaudron d'hostilité, marqué par des escarmouches physiques, des escarmouches juridiques et les tentatives ferventes de Brittany d'obtenir une ordonnance d'interdiction permanente contre Anna. Le moment de la disparition de Brittany est particulièrement déroutant car il coïncide avec une audience cruciale liée à ce différend de longue date. Brittany a soigneusement rassemblé des preuves et s'est préparée pour son procès à venir.
ce qui a rendu sa disparition soudaine encore plus surprenante pour ceux qui la connaissaient bien. Elle attendait avec impatience son procès et ne voulait pas le manquer. Brittany et Anne ont d'abord été des amies proches, liées par des expériences communes et la camaraderie. Cependant, cette amitié idyllique a commencé à s'effilocher lorsque le petit ami d'Anne a traversé l'Atlantique depuis l'Irlande, ce qui l'a poussé à chercher un logement pour sa colocataire afin de faire de la place à son fiancé. Brittany, toujours accommodante, a d'abord accepté d'héberger la colocataire d'Anne, mais a ensuite changé d'avis. Ce brusque revirement a déclenché des tensions entre Brittany et Anne, ouvrant la voie à une dispute contentieuse. La querelle a atteint des niveaux alarmants, culminant avec une altercation physique choquante qui a conduit à l'arrestation de Brittany pour coups et blessures. Son comportement, autrefois hospitalier, s'était transformé en une détermination résolue à rechercher une protection juridique contre les menaces perçues par Anne. Brittany portait en permanence une caméra vidéo documentant chaque interaction avec Anne afin d'accumuler des preuves irréfutables pour la bataille judiciaire qui se profilait à l'horizon. Au milieu de ces affrontements, le jour de la disparition de Brittany est apparu comme un moment charnière. C'était un jour qu'elle avait anticipé depuis longtemps, le jour où elle devait se présenter au tribunal pour le procès civil visant à obtenir une ordonnance restrictive permanente contre Anne. Elle avait déployé des efforts considérables pour rassembler des preuves et s'était méticuleusement préparée à présenter son dossier. Pour ses amis et sa famille, l'idée que Brittany ait volontairement manqué cette audience cruciale paraissait invraisemblable. Bien qu'Anne soit naturellement devenue une personne d'intérêt aux yeux des enquêteurs, les premières enquêtes ont suggéré qu'elle possédait un alibi crédible. L'affaire a pris une tournure inattendue lorsque, quelques jours après la dernière apparition de Brittany, ses deux chiens bien-aimés, Cooper et Huey, ont été retrouvés errant séparément à Hopkins, en Caroline du Sud. En toile de fond de cette querelle de voisinage, une autre facette du caractère de Brittany est apparue. Un esprit compatissant qui avait ouvert sa maison à au moins 8 sans-abri différents au fil des ans. Brittany les accueillait à bras ouverts, leur offrant un abri et, en retour, ils lui apportaient leur aide en effectuant diverses tâches ménagères. Parmi eux, Joseph Dean Roberts, un jeune homme de 26 ans, résidait depuis peu chez Brittany. Brittany avait rencontré Joseph quelques semaines avant sa mystérieuse disparition dans une librairie locale Barnes & Noble. Bien que leurs échanges aient été brefs, Joseph lui avait raconté son histoire éprouvante. Il s'était retrouvé sans domicile fixe après avoir perdu son emploi à la station-service Kangaroo, sur la plage de Saint-Augustin. Brittany, connue pour sa gentillesse sans bornes, lui a tendu la main et lui a offert un toit. Joseph, cependant, avait une histoire tragique. Il a raconté aux amis de Brittany qu'il avait perdu ses parents et que sa situation de vie était devenue hostile, ce qui l'a poussé à chercher refuge sous son toit. Après avoir emménagé, Brittany s'est surpassée en achetant un ordinateur, car ils avaient l'ambition de lancer ensemble une entreprise de conception de sites web. Leurs aspirations communes reflétaient l'esprit d'aventure de Brittany, toujours prête à se lancer dans de nouvelles entreprises. L'intérêt de la police pour Joseph s'est renforcé au fur et à mesure qu'elle en apprenait davantage sur ses liens avec Brittany et sur les événements qui ont entouré sa disparition. Il avait été arrêté pour excès de vitesse dans la voiture de Brittany à Evanston, dans le Wyoming, un jour après sa disparition. Curieusement, il a été relâché sans être interrogé sur le lieu où elle se trouvait. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progressait, un schéma plus sinistre est apparu, impliquant Joseph dans une chaîne d'événements troublants. Alors que les enquêteurs se penchent sur la disparition de Brittany Genevieve Tavar, Joseph Dean Roberts apparaît comme une figure centrale du mystère. Ses actions et ses liens avec Brittany ont commencé à éveiller les soupçons, laissant une traînée de questions qui exigeaient des réponses. Joseph est devenu une personne d'intérêt pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il était la dernière personne connue à se trouver avec Brittany le soir du 6 juillet, juste avant sa disparition. Deuxièmement, il était en possession de la voiture de Brittany peu après sa disparition, un détail troublant qui ne pouvait être négligé.
les circonstances entourant sa rencontre avec les forces de l'ordre à Evanston, dans le Wyoming, laissent en effet perplexe. Le 11 juillet, il avait été arrêté pour excès de vitesse au volant de la voiture de Brittany. Bien qu'il soit seul et en possession du véhicule de Brittany, l'officier de police qui l'a arrêté ne l'a pas relié à la disparition de Brittany et l'a relâché avec un simple avertissement. Cependant, les actions de Joseph ne se sont pas arrêtées au contrôle routier. Plus tard dans la journée, il a été repéré dans un Walmart de l'Ontario, où il a acheté des articles qui ont suscité l'inquiétude. Il a notamment acheté une tente, un t-shirt noir et un short cargo beige. 6 achats étranges ont alimenté les soupçons croissants concernant le rôle de Joseph dans la disparition de Brittany. L'enquête a pris une tournure plus alarmante lorsqu'il a été découvert que la carte de crédit de Brittany était toujours utilisée alors qu'elle avait disparu sans laisser de traces. Les autorités ont examiné de près les transactions effectuées avec la carte de crédit qui ont révélé un schéma troublant. La carte de Brittany avait été utilisée dans plusieurs États, de la Caroline du Nord à l'Idaho et à l'Oregon. Cette trace financière donne l'impression que quelqu'un exploite les biens de Brittany, ce qui renforce l'idée qu'elle pourrait être en grand danger. Les preuves s'accumulant et les inquiétudes grandissant quant à l'implication potentielle de Joseph, les autorités ont pris les devants en lançant une alerte publique. Le message était clair. Joseph Dean Roberts était considéré comme une personne d'intérêt dans la disparition de Brittany, et il ne fallait pas le sous-estimer. Les forces de l'ordre ont prévenu qu'il pouvait être armé et dangereux, ouvrant ainsi la voie à des recherches dans tout le pays. L'histoire de la disparition de Brittany, désormais liée aux actions et aux choix de Joseph, avait capté l'attention du public et des forces de l'ordre. L'espoir de retrouver Brittany vivante subsistait, mais les nouveaux détails donnaient une image glaçante et inquiétante de la situation. La traque de Joseph Dean Roberts s'est intensifiée, motivée par le besoin de réponse et de justice dans ce mystère obsédant. La quête incessante de réponses concernant la disparition de Brittany Genevieve Tavars a pris un tournant décisif lorsque, le 12 octobre, Joseph Dean Roberts a été appréhendé pour volume à l'étalage à Seattle. Cet incident apparemment sans rapport avec la disparition de Brittany a jeté une ombre inquiétante sur l'enquête en cours et a permis de découvrir la sombre vérité sur le sort de Brittany. Joseph étant en garde à vue, les autorités de Floride n'ont pas tardé à se rendre à Seattle pour l'interroger sur la disparition de Brittany. Elle garde l'espoir que Brittany soit encore en vie et qu'elle puisse être secourue. Au cours de l'interrogatoire, Joseph Dean Roberts, l'homme qui avait partagé la vie et la maison de Brittany dans les semaines précédant sa disparition, a commencé à dévoiler les détails déchirants des événements qui se sont déroulés au cours de cette nuit fatidique. Selon les aveux de Joseph, une violente dispute avait éclaté entre lui et Brittany dans la nuit du 6 juillet 2010. La tension est montée d'un cran, atteignant un point culminant horrifiant lorsque la colère a cédé la place à la violence. Dans un moment de brutalité, Joseph avait eu recours à un marteau, frappant Brittany à la tête à plusieurs reprises. Mais, chose choquante, elle n'a pas succombé immédiatement à ses blessures. Joseph a raconté avec un détachement qui fait froid dans le dos que Brittany était encore en vie, bien que brièvement. Dans une tournure effroyable, Joseph a décrit comment il avait pris un couteau dans la cuisine, avec l'intention de faire taire la femme qui lui avait autrefois offert un abri et de la gentillesse. Joseph a utilisé un objet tranchant pour porter un coup fatal au cou. La suite de cet acte horrible est une scène d'une horreur inimaginable. Il y avait du sang partout. Joseph a dû agir rapidement pour effacer ses traces, et il s'est tourné vers l'eau de Javel et une multitude de serviettes pour effacer les preuves effroyables de son crime. Le volume de sang était si important qu'il a fallu utiliser 6 sacs poubelles pour contenir les dégâts. Le plan initial de Joseph consistait à dissimuler le corps sans vie de Brittany dans le grenier, mais il s'est vite rendu compte que les restes de la jeune fille n'avaient pas d'autre choix que de se cacher dans le grenier. Cependant, il s'est vite rendu compte que ces restes étaient trop lourds pour qu'il puisse les porter dans les escaliers. Il a donc décidé d'envelopper son corps sans vie dans des draps et des sacs poubelles, ce qui l'a rendu méconnaissable.
Le corps de Brittany a ensuite été placé dans sa propre voiture, trahissant ainsi cruellement la confiance qu'elle lui avait témoignée. Pourtant, la question demeure. Pourquoi Joseph avait-il choisi d'accompagner les chiens bien-aimés de Brittany, Hubert et Huey, alors qu'il entreprenait son sinistre voyage pour dissimuler son acte odieux? Le raisonnement tordu de Joseph est apparu au grand jour. Il comprenait que laisser les chiens chez Brittany éveillerait les soupçons. Il avait besoin de gagner du temps et de détourner l'attention des horreurs qu'il avait commises. Une fois la vie de Brittany éteinte, son corps dissimulé dans sa propre voiture et ses animaux de compagnie autrefois chéris à ses côtés, Joseph s'est embarqué pour un sinistre voyage. Il a conduit la voiture de Brittany, transportant ses restes, et a laissé son corps dans une zone boisée désolée, non loin de l'Interstate 95. Joseph a d'abord tenté de l'enterrer, mais l'opération s'est avérée vaine compte tenu de la difficulté du terrain. Au lieu de cela, son corps a été laissé à l'air libre, à la merci des éléments. Dans une révélation d'une désinvolture troublante, Joseph a admis qu'après avoir accompli cette tâche macabre, il était rentré chez lui. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'était endormi, sa réponse a été d'une froideur absolue. « Oui, je me suis endormi. » Après cet étrange intermède, Joseph a entamé un voyage à travers le pays, traversant les frontières des États tout en laissant la voiture de Brittany sur le parking d'une bibliothèque de Seattle, ce qui témoigne de la nature inquiétante de ces actes. La révélation de ces détails macabres a provoqué une onde de choc dans l'enquête et dans la communauté qui avait espéré que Brittany revienne saine et sauve. Le corps de la jeune femme, en état de décomposition avancée, a dû être identifié à l'aide des dossiers dentaires. La cause de sa mort était apparente. Un traumatisme contondant, témoignage horrifiant de la brutalité qu'elle avait subie. Joseph Dean Roberts, l'homme qui avait partagé sa maison et sa confiance, avait plongé Brittany dans un cauchemar dont elle ne se réveillerait jamais. Suite aux aveux glaçants de Joseph Dean Roberts, l'affaire de la disparition de Brittany Genevieve Tavar commence à s'éclaircir. La police a découvert que tout ce que Joseph avait dit à Brittany était un mensonge. Il avait passé plusieurs mois à vivre dans les bois près de la librairie où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Les forces de l'ordre pensaient que Joseph avait l'habitude d'errer le long des plages de Floride, à la recherche de femmes pour les persuader de l'héberger. Cette stratégie avait été couronnée de succès à plusieurs reprises. Brittany n'était pas la première femme à lui offrir un logement, et celle qui l'avait invité chez elle l'avait d'abord trouvé non menaçant et, dans certains cas, avait eu pitié de sa situation. Cependant, une transformation troublante de son comportement s'est généralement produite peu de temps après son emménagement. Par exemple, une femme avec laquelle Joseph travaillait à la station-service Kangaroo lui a proposé de louer une chambre chez elle d'août 2008 à janvier 2009. Au début, il n'avait pas les moyens de payer un motel et semblait agréable et honnête. Il a même parlé de ses problèmes de santé mentale, notamment de sa dépression et de ses accès de colère. Mais au bout de quelques semaines, son comportement s'est détérioré. Il s'est désintéressé, a négligé son hygiène personnelle et a commencé à consommer des substances interdites à l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle s'en est aperçue, elle lui a rapidement demandé de quitter les lieux, ce qu'il a fait le jour même. Un mois plus tard, Cheryl Davenport, une autre collègue de la station-service, a proposé à Joseph de l'héberger après qu'il ait été licencié pour volume. Cheryl le considérait comme un ami et savait qu'il avait des relations tendues avec sa famille en raison de ses problèmes de santé mentale. En échange d'un logement, elle lui a demandé de s'occuper de ses 3 jeunes enfants. Malheureusement, le même schéma destructeur s'est répété. Joseph a cessé de se laver, a recommencé à consommer des substances interdites et une fois de plus, Cheryl a dû lui demander de partir. C'est au cours de cette période que Joseph a emménagé avec Brittany. Tragiquement, avant qu'elle n'ait eu l'occasion de lui demander de partir, il a commis un acte de violence odieux, mettant brutalement fin à la vie de la jeune femme. Brittany n'était pas au courant des graves problèmes de colère de Joseph qui ont abouti à cette horrible tragédie. Le récit que Joseph a fait du meurtre brutal de Brittany a conduit à son arrestation immédiate. La gravité du crime qu'il avait commis était indéniable,
et le système judiciaire s'est empressé de le tenir responsable de ces actes odieux. Initialement accusé de meurtre au premier degré, Joseph a plaidé non coupable, ouvrant la voie à un procès qui chercherait à établir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Cependant, au fur et à mesure que l'affaire avançait, des discussions et des arguments juridiques sont apparus. Les questions relatives à l'état d'esprit de Joseph, aux circonstances entourant le crime et à la poursuite de la justice ont conduit à un moment charnière de la procédure. Finalement, l'accusation et la défense sont parvenus à un accord important, l'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité pour un chef d'accusation moins grave. Joseph Dean Roberts, l'homme qui avait mis fin à la vie de Brittany dans un acte d'une violence inouïe, a plaidé coupable de meurtre au second degré. Ce plaidoyer a marqué un tournant important dans l'affaire. L'acceptation du plaidoyer par le tribunal s'est accompagnée d'une lourde sentence, une peine de 30 ans dans un établissement pénitentiaire de l'État de Floride. Bien que ce résultat n'ait pas été à la hauteur de la justice que les proches de Brittany espéraient, il a permis à Joseph de répondre de son crime brutal. Il passera des décennies derrière les barreaux, à payer pour la vie qu'il a volée et la douleur qu'il a infligée à la famille et aux amis de Brittany, ainsi qu'à la communauté qui s'est mobilisée en sa mémoire. En février 2018, les autorités de l'Idaho ont reçu un appel bouleversant de Lori Eisenberg. Elle a rapporté qu'elle et son mari, Larry Eisenberg, faisaient de la voile sur le lac Cœur d'Allen lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Néanmoins, lors de l'examen médical effectué une fois le corps récupéré, les résultats ont dépeint une image différente, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'un récit plus profond et plus complexe était en jeu. Larry Eisenberg est né en 1950 et a obtenu un diplôme en sylviculture au College of Idaho. Il s'occupait de la culture, de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans l'industrie du bois. Il aimait travailler dur et a travaillé toute sa vie pour réussir. Larry s'est marié en 1974. Il a eu 2 enfants de sa première femme. Cependant, le couple a divorcé lorsque les enfants ont grandi. Peu après, il a rencontré Lori Barnes, née en 1953. Auparavant, la vie de Lori était très pauvre. Sa famille devait même parfois passer la nuit dans des fermes vides. En 1973, à l'âge de 19 ans, elle s'est mariée et a eu 6 filles, mais ils ont divorcé en 1996. Après le divorce, elle a déménagé et élevé ses filles en tant que mère célibataire. Lori avait un très bon contact avec les gens et beaucoup étaient attirés par son sourire et son rire incroyable. Larry et Lori se sont mariés en 2004 et depuis lors, il a toujours dit qu'il aimait sa femme plus que tout au monde. Leur mariage, qui a duré 17 ans, semblait idéal selon les amis et les voisins. Ils menaient une vie heureuse dans le nord de l'Idaho. À l'époque, Lori était directrice exécutive de la North Idaho Housing Coalition, qui rénovait des propriétés pour les vendre ou les louer à des familles dans le besoin. Elle était un membre respecté de la communauté et Larry était à la retraite, mais toujours actif dans diverses activités communautaires. Le 13 février 2018, Lori et Larry ont prévu de prendre leur bateau pour se rendre au lac Cœur d'Allen, avec l'intention d'assister au lever du soleil depuis un endroit pittoresque connu sous le nom de Sun Up Bay. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là étaient presque incroyables, car le lac Cœur d'Allen est généralement connu pour ses eaux calmes et tranquilles. Cependant, peu de temps après avoir mis les voiles, Lori a appelé le 911 en utilisant le téléphone de Larry et a semblé en grande détresse. Elle a informé les autorités que son mari était tombé par-dessus bord. Lori a fait part de ses efforts frénétiques pour localiser Larry dans l'eau, demandant une aide urgente. Les officiers sont arrivés sur le rivage le plus proche à 11 heures et ont envoyé un bateau de sauvetage pour récupérer Lori et lui fournir des soins médicaux. À leur arrivée sur les lieux, les adjoints du shérif ont demandé à la femme de leur fournir des informations sur le dernier endroit connu où se trouvait Larry. Lori a déclaré qu'elle n'avait appelé les services d'urgence que 2 heures après que Larry soit tombé à l'eau,
parce qu'elle n'avait pas trouvé son téléphone portable. Laurie a également affirmé que la clé de contact était cassée juste avant l'incident, ce qui signifie qu'elle a dû redémarrer le moteur manuellement. Laurie a ensuite révélé qu'elle avait fait le tour du quartier à la recherche de Larry, mais qu'elle avait ensuite décidé de ne pas ramener le bateau sur la rive de peur de perdre sa trace. Au bout d'un moment, elle a sorti une couverture pour se réchauffer et a finalement trouvé le téléphone portable de Larry et a immédiatement composé le 911. Mais après avoir parlé, le téléphone portable lui a échappé des mains et est tombé dans le lac. Au cours de cette interaction, l'agent a remarqué que les émotions de la femme semblaient très sincères. Tout le monde était sûr qu'il s'agissait d'un accident. Le personnel médical a aidé Laurie à monter dans une ambulance pour une observation plus approfondie. Pendant ce temps, les agents ont remorqué le bateau des Isenberg jusqu'à une vedette rapide située à proximité afin d'évaluer son état. Une fois à bord du bateau, les inspecteurs ont immédiatement remarqué des éclaboussures de sang à plusieurs endroits, probablement dues au saignement de nez de Laurie. Bien que Laurie ait affirmé que la clé de contact s'était cassée avant que Larry ne tombe à l'eau, les agents ont trouvé un interrupteur et un cordon sur le sol. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange car l'interrupteur et le cordon auraient dû être reliés au commutateur d'allumage pour que le moteur puisse démarrer par la suite. En outre, la clé de contact était visiblement tordue, ce qui laisse penser qu'il y a eu une sorte de lutte. Les agents ont également trouvé d'autres clés et le sac à main de Laurie qui contenait une bouteille de jus de fruits vide. Tous ces éléments ont été saisis comme preuve. La voiture utilisée par les Isenberg pour remorquer le bateau a également été inspectée. Un shérif adjoint y a trouvé le téléphone portable de Laurie ainsi qu'un liquide inconnu répandu dans le porte-gobelet et un flacon de médicaments contre les allergies contenant l'ingrédient actif d'Imedrol. Bien qu'il s'agisse d'un médicament antihistaminique en vente libre, couramment utilisé pour traiter les allergies et la fièvre, il provoque une forte somnolence. Malheureusement, l'absence d'informations précises sur les dernières allées et venues de Laurie a donné lieu à des recherches approfondies. Il a donc été décidé de faire appel à une équipe de plongeurs équipée d'un sonar. Des hélicoptères de recherche et de sauvetage ont également été utilisés dans l'espoir de retrouver Larry, mais en vain. 5 jours plus tard, le 18 février, les inspecteurs ont appelé Laurie Isenberg et lui ont demandé d'accompagner l'équipe de plongeurs au sonar sur le lac, car leurs efforts pour retrouver Larry étaient toujours infructueux. Bien qu'elle ait accepté, Laurie ne se souvenait d'aucun point de repère précis et n'a apporté qu'une aide minime aux chercheurs. Ce comportement a semblé étrange à l'enquêteur. Tout au long des recherches, Laurie plaisantait, riait et pouvait éclater en sanglots sans raison valable. Mais d'un autre côté, tout le monde vit son deuil différemment et l'enquêteur n'a donc pas insisté sur ce point. Plus tard dans la journée, cependant, le shérif du comté a reçu 2 appels concernant le comportement suspect de Laurie dans la maison qu'elle partageait avec son mari à 20 minutes de route au sud-ouest de la ville. Les appelants étaient des voisins des Isenberg, qui ont signalé que les membres de la famille de Laurie l'aidaient à déménager, ce qui a suscité l'intérêt de la police. Cependant, le 21 février 2018, une découverte choquante a été faite qui a fait prendre à l'affaire une toute autre direction. La North Idaho Housing Coalition, où Laurie travaillait depuis des années, a informé les policiers qu'elle ne travaillerait plus avec Laurie Isenberg en raison de ses possibles activités frauduleuses. Il s'est avéré que le comptable de la coalition avait remarqué une irrégularité dans le rapport et qu'il manquait un demi-million de dollars dans le total du budget. Seule Laurie avait accès à ce montant. Cette nouvelle a été un choc pour ceux qui connaissaient Laurie Isenberg, car elle n'avait pas de casier judiciaire et, selon les forces de l'ordre, c'était une citoyenne respectueuse de la loi. C'est alors que le fils de Larry décide de parler à l'enquêteur. Il lui décrit le comportement étrange de Laurie et la possibilité qu'elle ait joué un rôle dans la mort de son père. Mais l'enquêteur considère qu'il s'agit simplement d'une rancune personnelle et il est certain que la femme n'a rien à voir avec la mort de Larry. Néanmoins, le lendemain, un mandat de perquisition est délivré au domicile des Isenberg dans le cadre de l'accusation d'escroquerie portée par Laurie.
La perquisition a permis de trouver plusieurs éléments de preuve, tels que des gants noirs en latex, des serviettes en papier contenant ceux qui ressemblent à du sang séché, un sac à fermeture éclair contenant une poudre blanche inconnue et des taches rouges sur le sol à l'extérieur de la maison. Le détective chargé de l'enquête a immédiatement familiarisé Lori avec les éléments de preuve. Elle a alors affirmé que le sang trouvé sur les gants et les serviettes était le sien. Quant aux taches brunes qui se trouvaient dans l'arrière-cour, elle ne les connaissait pas. Plus tard, l'examen médico-légal a permis de déterminer que les marques rouges sur le béton étaient en fait des gouttes de peinture provenant de la coloration des planches. Le 27 février, Lori a été arrêtée pour 40 chefs d'accusation de contrefaçon. La somme qu'elle était accusée d'avoir volée s'élevait à près d'un demi-million de dollars, et comme la coalition était partiellement financée par les contribuables, l'affaire a fait boule de neige et s'est transformée en un délit beaucoup plus grave. La caution de Lori a été fixée à 75 000 dollars et a été versée le lendemain par l'une de ses filles. Le 1er mars, 16 jours après le tragique incident, le corps de Larry a été retrouvé flottant face contre terre près du rivage, à environ 3 miles de l'endroit où Lori a déclaré que Larry était tombé à l'eau. Le lendemain, une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Larry Isenberg. Mais ce n'est pas tout ce que le bureau du coroner a trouvé. Les analyses toxicologiques ont révélé des taux mortels de dimédrol et d'antihistaminique dans le sang de Larry. Bien que les surdoses de ce médicament soient extrêmement rares, les experts s'accordent à dire que ce médicament agit rapidement et peut être fatal s'il est consommé en trop grande quantité dans un court laps de temps. Les autorités ont décidé de ne pas divulguer les résultats de l'autopsie. Mais Lori avait déjà déclaré que son mari prenait plusieurs pilules par jour et oubliait souvent de prendre la bonne dose. Lori a également déclaré que Larry ressentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. La seule fois où Larry a mentionné qu'il se sentait malade, c'est dans un message qu'il a envoyé à son ami. Mais ce message provenait-il vraiment de Larry? Même si le téléphone de Larry a été noyé, l'expert analyste a déterminé que la dernière fois que le signal du téléphone portable était près de la maison du fils de Lori, c'était au moment où Larry a disparu dans le lac. C'est étrange, car Lori a affirmé que le téléphone était tombé dans le lac le 13 février. Tous ces éléments ont conduit les inspecteurs à penser que la mort de Larry n'était certainement pas un accident. Fin mai, Lori ne s'est pas présentée au tribunal dans le cadre de l'affaire de fraude. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre, mais elle a disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'interroger les proches de la famille Isenberg, et bientôt des fissures apparaissent dans leur relation parfaite. Alors qu'il semblait heureux, Larry était extrêmement mécontent des habitudes de consommation de Lori ces derniers mois et du fait qu'elle aidait souvent ses enfants sur le plan financier. Les détectives ont également appris que Lori avait trompé son premier mari avec 3 hommes différents, dont Larry. En outre, ils ont découvert des modifications manuscrites du testament de Larry, qui auraient été apportées par Lori elle-même 1 mois avant son décès. Le testament stipulait que la succession irait à 80% aux enfants de Lori et à seulement 20% aux siens. Comme Lori était toujours en fuite, les autorités ont décidé de publier les résultats de l'autopsie et de qualifier l'affaire de meurtre prémédité. L'autopsie a révélé que Lori était mort d'une intoxication à la diphénhydramine après une surdose d'antihistaminique Benadryl. Benadryl est le nom de marque de la diphénhydramine, un antihistaminique utilisé pour traiter les allergies. Comme il provoque la somnolence, il est également utilisé comme somnifère. La diphénhydramine provoque la somnolence même à des doses normales qui se situent généralement entre 100 et milliers nanogrammes par millilitre. Au moment du décès de Larry, 7100 nanogrammes de diphénhydramine ont été trouvés dans son corps, ce qui est fatal. La police a même interrogé le médecin de Larry pour savoir s'il avait remarqué des signes d'accident vasculaire cérébral ou d'autres anomalies médicales. Mais les médecins ont déclaré qu'il était en parfaite santé. Sur la base de tous les éléments recueillis, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que Lori avait envoyé un SMS à la fille de Larry ce matin-là avant d'empoisonner son mari. Elle a ensuite ajouté des pilules au jus de fruits que l'homme a bu. Larry s'est ensuite senti mal et est tombé par-dessus bord, près du rivage.
Ils ont également émis l'hypothèse que Laurie avait intentionnellement éloigné le bateau de l'endroit où il se trouvait avant d'appeler le 911. Aucun membre de la famille Eisenberg n'avait d'assurance. La seule question qui restait était de savoir quel était le mobile. Selon toute vraisemblance, si Larry mourait, Laurie hériterait de leur maison commune, qu'elle pourrait vendre, ce qui lui permettrait de payer le dédommagement exigé pour l'argent volé. Des amis ont également affirmé que Larry ne savait pas ce que Laurie faisait à l'Idaho Housing Coalition. Enfin, en juillet, après 2 mois de disparition, Laurie s'est présentée d'elle-même au bureau du shérif. Les enquêteurs étaient impatients de parler du meurtre présumé de son mari, mais ils devaient attendre que l'affaire de fraude soit jugée par un tribunal. En novembre 2018, Madame Eisenberg a accepté de plaider coupable de 3 chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de volume de programme fédéral. Elle a également accepté de payer environ 580 000 $ de dédommagement. Eisenberg a été condamnée à 5 ans de prison pour avoir détourné plus d'1 demi-million de dollars. Les filles de Laurie ont également plaidé coupables pour des chefs d'accusation distincts de conspiration. Elles ont toutes 2 été condamnées à une assignation à résidence assortie d'une amende de 50 000 $. Mais tandis que cette affaire était close, une autre continuait à se dérouler. Immédiatement après la condamnation, Laurie a de nouveau été interrogée sur la mort de Larry et au cours de cet interrogatoire, les inspecteurs lui ont posé des questions directes pour savoir si elle avait tué son mari. Au cours de cet interrogatoire, Laurie s'est montrée nerveuse. Elle a commencé à taper du pied, ce qui peut être un indicateur d'anxiété et de stress. Elle a ensuite été informée des résultats de l'autopsie. Bien qu'elle ait nié être impliquée dans la mort de son mari, les inspecteurs ont continué à lui présenter d'autres preuves compromettantes. Finalement, elle a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. 2 ans après la découverte du corps de son mari flottant dans le lac Cœur d'Allen, un grand jury a inculpé Laurie Eisenberg de meurtre au 1er degré par empoisonnement, un crime passible de la peine de mort. Son procès a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. À l'origine, Eisenberg a été inculpée d'homicide au 1er degré par empoisonnement, mais elle a plaidé coupable d'homicide au 2nd degré, un chef d'accusation moins grave, dans le cadre d'un plaidoyer Alford, ce qui lui a permis de préserver son innocence tout en reconnaissant qu'elle serait probablement déclarée coupable si l'affaire était jugée. En février 2021, elle a plaidé coupable du chef d'accusation moins grave de meurtre au 2nd degré. Jessica McPherson a déclaré qu'elle considérait l'accord sur le plaidoyer qui permettait à Madame Eisenberg de ne pas admettre sa culpabilité comme une gifle pour les proches de son père. La façon dont j'ai perdu mon père, Larry Eisenberg, a laissé un trou dans mon âme que je ne pourrai jamais combler, et depuis 3 ans, ce trou n'a cessé de s'approfondir à cause du réseau de mensonges, de tromperies et de manipulations qui n'a cessé de s'étendre, a déclaré Jessica McPherson, la fille de Larry Eisenberg. Je n'ai pas la possibilité de fermer les yeux, pas plus que ceux qui sont profondément affectés par la perte d'un si grand homme et d'un père si merveilleux. Dean Eisenberg a déclaré que son père était son meilleur ami. Il était vraiment inoubliable, a-t-il déclaré. Même ceux qui le détestaient l'aimaient d'une certaine manière. Laurie Eisenberg s'est tamponné les yeux avec un mouchoir en papier pendant que son beau-fils parlait de l'homme qu'elle avait admis avoir empoisonné. Il a décrit un homme honorable et travailleur qui aimait sa famille, en particulier sa femme. Je ne peux qu'espérer qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour lui épargner l'embarras de découvrir ce que son âme sœur avait fait dans son dos, a déclaré Dean Eisenberg. Lors de l'audience, Amber Barnes a déclaré que sa mère avait manipulé la famille. Larry a consacré sa vie à Laurie. Il l'aimait. Il lui faisait confiance et elle l'a tué, a déclaré Amber Barnes. Le plaidoyer Alford de Laurie est du sel sur les blessures de tous ceux qui ont pleuré la perte de Larry. Elle mérite d'être tenue pour responsable de ses actes et d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Amber Barnes a déclaré que Larry Eisenberg était une figure paternelle pour elle et un grand-père merveilleux qui embrassait mes enfants en leur faisant de grands câlins et leur ébouriffait les cheveux en leur disant qu'il les aimait. Notre famille a perdu 2 personnes ce jour-là sur le lac. Nous avons perdu Larry, le grand-père que nous aimions, et nous avons perdu Laurie, la mère et la grand-mère que nous aimions,
en qui nous avions confiance et que nous pensions connaître. Laurie a brisé nos vies en prenant celle de Larry, mais elle ne s'est pas arrêtée là, a déclaré Amber Barnes. Elle a continué à nous faire du mal en nous mentant et en nous manipulant sans cesse. Elle nous a laissé la soutenir, la protéger, l'appuyer et croire en elle. Pendant tout ce temps, elle connaissait la vérité sur ce qu'elle avait fait. Laurie Eisenberg s'est adressée à la cour pendant plus de 45 minutes avant que le juge ne la condamne. Elle a déclaré qu'elle avait commencé à voler la coalition parce que ses filles, dont l'une avait été chassée de chez elle à l'âge de 15 ans, avaient des difficultés financières. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle voulait aider financièrement ses filles. « J'ai vu mes précieux petits-enfants souffrir parce que leur mère n'était pas en mesure d'avoir une famille à double revenu et de leur fournir ce dont ils avaient besoin », a-t-elle déclaré, soulignant qu'ils n'avaient pas d'assurance médicale ou dentaire. Que font-ils lorsque les enfants tombent malades et doivent aller chez le médecin? J'en suis arrivé à un point où j'étais déchiré entre l'adhésion aux normes de vie de Larry et la possibilité de faire ce que je pensais devoir faire, et j'ai donc élaboré le plan le plus stupide et le plus honteux qui soit, à savoir voler de l'argent à mon employeur, a-t-elle déclaré. Les procureurs ont déclaré que Madame Eisenberg avait tué son mari pour s'épargner l'humiliation supplémentaire de perdre la moitié de ses biens lors du divorce. Mais lorsque Madame Eisenberg s'est adressée au tribunal, elle a déclaré que la boisson empoisonnée qui a tué son mari ne lui était pas destinée. Dès la découverte de ces malversations, Madame Eisenberg a déclaré qu'elle avait envisagé le suicide. « Je savais que ma vie était finie », a-t-elle déclaré. « J'avais deux options, la mort ou la prison à vie. Je n'ai jamais voulu m'en sortir. » Elle a déclaré qu'elle avait prévu de se noyer dans le lac Cœur d'Haleine après avoir consommé la boisson qu'elle avait empoisonnée avec du Benadryl, mais son mari l'a trouvée alors qu'elle dormait sur le bateau. « Je sais que Larry serait encore en vie si je n'avais pas été là », a-t-elle déclaré. Le juge a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur le fait que la version des événements relatée par Madame Eisenberg au tribunal était la vérité, du moins la vérité qu'elle avait décidée. « Votre vérité ne tient pas la route à la lumière de toutes les preuves », a-t-il déclaré.